L'été 2020 a été intense pour tous les entrepreneurs. Ils ont été des Keith Richards, en quelque sorte. Les fans, la drogue, les extravagances en moins grand nombre. Vous savez, il y a des groupes et des artistes qui bâtissent une carrière en répétant leurs titres tout au long de leur vie professionnelle, avec succès et un sentiment du devoir accompli. C'est pareil pour un musicien, une chanteuse. Il développe une signature, une spécialisation avec une rigueur bien personnelle. Autrement dit, ils ne changent pas. Ils restent fidèles à eux-mêmes. Vous avez certainement en tête un artiste, un album correspondant à cette situation. Parfois, ne disons-nous pas de quelqu'un qu'il arrête de faire jouer sa cassette, parce qu'il se répète toujours. Cette continuité se traduit par les mêmes chansons, ni plus ni moins semblables. Il a donc ses classiques, c'est sa carte de visite, c'est sa proposition de valeur, quoi. Pour nous, il demeure nécessaire d'avoir différentes options, s'adapter, attendre ou abandonner en ces temps de pandémie. La métaphore de l'artiste est utile pour l'entrepreneur, car la répétition mérite une analyse toute simple. Suis-je encore pertinent? Suis-je encore entendu? Qui m'écoute? Est-ce rentable? Voilà les questions. C'est en quelque sorte la maximisation de la valeur. Est-ce que ça me rapporte quelque chose financièrement? De l'autre côté, vous avez des artistes qui poursuivent tout au long de leur carrière une démarche artistique évolutive, transgressive, voire disruptive. Prenez le palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone. Chaque album de cette liste prestigieuse évoque un style, une marque dans le paysage musical. Il n'est pas question de date de parution ni de popularité, mais bien d'œuvres clés. Regardons ça ensemble. Que ce soit les Beatles avec Abbey Road, des artistes comme Shakira, Radiohead, Bowie, The Clash, London Calling, ou encore Prince avec Purple Rain. Tous ces artistes, ces œuvres cohérentes, avec des émotions marquantes, s'inscrivant dans une proposition singulière, différente. Alors, chacun à leur façon, ces albums sont des modèles d'affaires cohérents, singuliers, innovants, suscitant des émotions. Ces réalisations créent un style unique et une forme de contribution à la culture. Les modèles d'affaires étudiés à l'été 2020 nous ont dévoilé un éventail de bons coups, de transformations, de jam sessions lorsqu'il y avait des rushs, de l'imprévisibilité et un rayon de collaborateurs plus important que le nombre d'employés. Alors, il y a plusieurs formes de modèles d'affaires, tout comme il y a plusieurs façons de composer, de le composer en fait, afin de le personnaliser et de créer une différence avec la concurrence. Pourquoi répéter la même offre culinaire, la même expérience que le concurrent? Alors, quel est votre instrument? Quelle est votre partition? Votre style? Bref, c'est quoi votre riff? Votre modèle d'affaires, en bref, c'est comment allez-vous faire de l'argent avec votre projet? Pour le client, pourquoi il se déplacerait-il dans votre établissement? Comment faire référence au processus d'affaires, aux essais et erreurs, à l'expérimentation de nouveaux plats pour emporter, la prise en charge du parcours client, de son premier contact à votre entreprise jusqu'à la fin de la transaction et même après? Pourquoi s'engager à s'adapter? Vous pouvez attendre ou abandonner. La restauration indépendante a été plus que secouée durant cette période et le restaurateur, tout autant que Keith Richards, parle d'un sentiment d'urgence, a kind of urgency, pour le rock and roll. En restauration, le synonyme résilience a été préféré.
Pourquoi le client se déplacerait-il dans votre établissement? Comment cela se traduit? Avant la COVID-19, le client décidait, le client choisissait, le client avait tout à sa disposition. La pandémie a renversé les rôles. La bienveillance est toujours présente chez le restaurateur, mais sans le service. Comprenez-nous bien, le service est toujours là, mais plus rapide, et la prestation est donc plus courte. L'offre de menu est plus limitée pour s'assurer que l'équipe en place puisse offrir dans les meilleurs délais la qualité, créant ainsi une métamorphose de la salle à manger en laboratoire. C'est en quelque sorte déboulonner des pratiques. Je vous donne un exemple. Location, location, location. Ce mantra est un principe guidant le choix d'un site immobilier depuis des lustres. La localisation est souvent perçue comme un aspect de première importance en restauration. Mais à quel prix? Les restaurateurs revoient leurs baux, réduisent la superficie de leur salle à manger, regroupent leurs opérations en un même point de vente. Autre variable à considérer, le menu et encore le menu. Cette façon de faire existe depuis toujours. Toutefois, durant la pandémie, les résultats nous indiquent que la question révélatrice est tout autre, la rentabilité. La rentabilité avant toute chose. La fermeture des salles à manger et la réouverture partielle des restaurants ont forcé le restaurateur à s'adapter. En proposant des menus pour emporter, des boîtes à lunch, travailler avec des interfaces numériques. Être présent sur le web, faire des heures supplémentaires en cuisine et en service, se questionner, mais à chaque fois, la question était la même, est-ce rentable? Les restaurateurs n'ont pas eu à faire systématiquement les plats de la même façon qu'avant la COVID. Une préoccupation est revenue de manière systématique. Les façons de faire sont-elles toujours pertinentes? C'était une question. Après réflexion, les processus en place ont été redéfinis en raison des équipes restreintes. En 2020, la pénurie de main-d'œuvre étant moins criante car les équipes étaient sous forme de projets, a donc contribué à ce que le restaurateur, les chefs et quelques personnes clés réunies faisaient l'équivalent d'un trio, d'un quartet ou d'un band. Ils se sont donc appropriés les plats vendeurs en une déclinaison pour emporter la livraison, questionnant même pour certains la pertinence de maintenir la salle à manger en opération. Le client en été 2020 a déjeuné, dis-je, lunché et soupé plus souvent qu'autrement en moins de temps, hors de la salle à manger. Les grandes brigades n'étaient pas présentes durant cette période étudiée. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la localisation, ce n'est pas le menu, mais bel et bien la rentabilité, à savoir quelle est la marge de profit pour chaque transaction. Cet exercice fait par essai et erreur et parfois des succès. Ce processus de développement s'est fait sur le tas. Les qualités d'un band de jazz, notamment, c'est d'être capable d'improviser. Basé sur la compétence et le savoir technique des membres du groupe, de nombreux restaurateurs rencontrés nous ont dit qu'il y avait une perte de contrôle par rapport au temps pré-COVID. Ainsi, ils perdaient l'orientation. Tout allait trop vite. Il fallait faire confiance. Donc, la pandémie a forcé à partager les responsabilités, développer une confiance, effectivement, envers des collègues, de déléguer des mandats et pour certains de partager des décisions au fur et à mesure de l'instauration et de l'ouverture partielle des restaurants durant l'été 2020. Tout comme un musicien chevronné, le restaurateur a su laisser du temps à ses employés pour bien performer. L'approche n'est plus top-down,
mais bel et bien organique. Un mot un peu trop théorique, mais toute l'équipe est réunie ensemble vers le résultat. Ainsi, les membres de l'équipe avaient les responsabilités partagées. L'accélération des décisions, l'obligation de développer une offre culinaire adaptée, attractive, packagée, pour être servie dans une prestation scénarisée, beaucoup plus courte. Je reformule. Comment traduire une œuvre, une prestation en restauration, de manière plus courte, condensée, avec plus de saveur? C'est ce que les restaurateurs ont fait à l'été 2020. L'insécurité a été un marqueur important. Encore aujourd'hui, des doutes et des malaises subsistent vis-à-vis de cette pandémie. Cette insécurité était partagée entre les clients et le restaurateur. Le restaurateur se retrouvait dans de nouvelles conditions imposées. Il n'était plus l'établissement qui accueille où le client est roi. Bien sûr que le client était heureux de retrouver son restaurant, de retrouver un peu ses habitudes, mais bien des choses avaient changé. Le stress. Oui, le stress rattaché à l'épidémiologie ambiante ont fait éloigner des clients. Un 180 degrés s'est donc opéré dans les statuts et dans les rôles entre le restaurateur et le client. Le client n'étant plus roi, le client devient un acteur secondaire. C'est le gestionnaire qui contrôle et paramètre l'ensemble des activités du client, du jamais vu en restauration depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première rencontre? Revenons au palmarès des Rolling Stones, si vous voulez bien. Pour le musicien, l'objectif, ce n'est pas être sur la liste ou encore de recevoir un prix d'un organisme quelconque. C'est plutôt de faire valoir son identité, sa démarche artistique, son savoir-faire. Pour le restaurateur, c'est la même chose. C'est de partager cette identité, ce savoir-faire, par son modèle d'affaires. Proposer un concept différent. Vous savez, l'album Abbey Road des Beatles a nécessité plusieurs takes, plusieurs essais, plusieurs erreurs, avant d'arriver à une œuvre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour le restaurateur, c'est la même chose, de se permettre des essais et des erreurs, de recommencer rapidement et de se faire confiance pour proposer un concept, une identité singulière. Avec des équipes réduites, avec des fournisseurs et aussi les parties prenantes. Refaire toujours la même chose glisse vers une forme d'aliénation. On veut créer autre chose. Et le restaurateur doit définitivement travailler sur son identité, ce qui le différencie des autres. D'avoir une proposition de valeur distinctive, avoir son propre style, avoir de l'audace, votre couleur. Composez votre propre modèle d'affaires. Merci. Aujourd'hui, j'ai cherché sans trouver cet espace où un appel coûtait, il y a un certain temps, 25 sous. Il y avait plus de cabines téléphoniques à l'époque qu'il y a de restaurants aujourd'hui. Une boîte pour passer un appel, se réfugier en cas de pluie, se cacher du vent. Le restaurant, de son côté, est un espace moins exigu, fait pour se nourrir, se rencontrer, se parler et se retrouver. Nous convenons tous que le modèle d'affaires de la cabine téléphonique est terminé.
La restauration, de son côté, a une panoplie de modèles d'affaires, parfois simples, classiques, dynamiques ou encore vintage. Ils ont tous leur raison d'être. Cependant, des composantes mériteraient d'être adaptées, actualisées, afin de les rendre rentables. La restauration doit éviter d'être la nouvelle cabine téléphonique. Qui n'a pas son cellulaire dans la salle? Force est de constater que depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, le restaurateur a toujours su s'adapter aux modes, aux habitudes des clients, aux tendances du marché et aux nombreux courants alimentaires. À chaque fois, malgré les chocs, directs ou insidieux à l'industrie, le restaurateur s'est adapté, poursuivant sa route. Tous ces événements ont été surmontés par les restaurateurs. Ils ont trouvé des solutions. La salle à manger était ouverte. Le restaurant fonctionnait parfois avec moins de clients, un chiffre d'affaires moindre. Toutefois, ils avaient leur établissement et leur patrimoine. La COVID a bousculé tout ça. Rien ne préparait le restaurateur à faire face à cette pandémie. Aucune recette pour trouver la marche à suivre. Et nous n'avons pas terminé d'évaluer les dommages financiers, personnels, psychologiques parmi les acteurs de notre industrie. Alors, quoi faire aujourd'hui? Lors de nos entretiens, nous avons constaté que le restaurateur a un peu colmaté les trous, surmonté les obstacles et les contraintes sanitaires, et ça avec des équipes réduites. Ils ont été d'excellents bricoleurs. Cette démarche intuitive de survie était nécessaire. Ce cheminement de patcher ressemble en partie à l'état des routes du Québec. Le réseau est en perpétuelle période de travaux, de rénovation. On corrige les nids de poules. Chaque problème est corrigé au fur et à mesure. Lorsqu'on le regarde dans notre rétroviseur, on voit un réseau ressemblant aux rues de Montréal, fissuré, fatigué ou en réparation. La loi des cônes oranges. Les rues de Montréal, tout comme les 18 derniers mois du restaurateur, sont devenues une route chaotique. La racine du mot passion signifie la souffrance, le supplice, l'état de celui qui subit. D'une perspective psychologique, la passion est une étape éphémère, montrant une grande joie intense. Habituellement de courte durée, l'émotion vécue, souhaitons-la positive, a un début et une fin. Nul ne peut cohabiter avec une passion constante au risque de se faire une crise de nerfs. Ne disons-nous pas d'une passion destructrice? Pourtant, le sens commun de la passion est utilisé pour le dévouement, l'endurance, l'entrepreneur parfait. Mais il n'existe pas. Le restaurateur ne peut être cet individu au cœur d'une expérience émotionnelle 24/7. Oui, durant l'étude, nous avons rencontré des passionnés, mais aussi des rescapés. L'été 2020 n'a pas été une année de passion pour les restaurateurs. Endurance, témérité, frustration, mais pas passionné. Le restaurateur a subi des pertes importantes, parfois la fermeture d'un établissement, le choc de perdre ses employés, ses fournisseurs et leur clientèle. Pas de passion, mais de la reconstruction, pièce par pièce, menu par menu, essais et erreurs, correction de recettes, changement de site transactionnel. Nous constatons que la passion, si souvent mentionnée par les observateurs de la restauration, ne peut être constamment amenée de l'avant. Le stress, l'adrénaline et la crainte de perdre son entreprise ont provoqué une insécurité à la conduite des affaires tout au long de cette fin de première vague. Le coût de nourriture et de main-d'œuvre, le chiffre d'affaires étaient les principaux indicateurs de la restauration avant la COVID. La pandémie a dévoilé l'angle mort des opérations, c'est-à-dire les coûts fixes. L'absence de cash flow a démontré l'importance de minimiser les coûts et de retrouver un seuil de rentabilité afin de s'en sortir un peu. Le règne du chiffre d'affaires, longtemps utilisé pour se positionner comme étant un bon gestionnaire,
est terminée. Rappelez-vous, avant la COVID, cette question qu'adressait tout bon entrepreneur était de connaître et de reconnaître le chiffre d'affaires d'un concurrent par rapport au sien. La pandémie a rendu en partie caduques ces références. Pourquoi? La perte de revenus, l'obligation de remercier les employés, de gérer les inventaires amène beaucoup d'insécurité chez le restaurateur. Perte de repères, ne pas avoir de réponse à tous les problèmes a contribué à s'entourer d'une équipe réduite, fiable avec des compétences complémentaires. Donc, le restaurateur calculait qu'il voyait la réouverture comme un banc d'essai. S'adapter, revoir les façons de faire, mesurer les pertes, réduire l'offre culinaire. Pour la première fois depuis Escoffier, le chef a coupé dans son offre. Réduit les heures de service. Fermé quelques jours par semaine. Du jamais vu. Problème de main-d'œuvre. Donc, je ne peux produire ce que je veux produire. Je dois faire des choix. Ne plus faire de volume, mais bien choisir ce qui est le plus rentable. L'approche volume d'affaires est maintenant questionnée pour une approche basée sur la valeur. Connaissez-vous un enfant roi? Vous avez compris que comme société, nous subissons encore les dérives de cette éducation. La salle à manger que nous connaissions, qui était un sanctuaire d'expérience, se désacralise et devient beaucoup plus transactionnelle et masquée. Nous sommes passés d'une restauration indépendante axée sur la cuisine, l'assiette et la scénarisation d'un service mémorable à une cuisine d'assemblage où le just-in-time comptait autant que la provenance des produits. En bref, piloté par une équipe devenue multidisciplinaire, le restaurateur se questionne. Pourquoi avoir une salle à manger? Le rôle du restaurateur passe de prestataire à fournisseur. Le civisme sans le service. Le client roi, quant à lui, change d'acteur principal à acteur de soutien. Il se fait diriger, il doit suivre les flèches, le parcours formaté. Le client était un invité avant la COVID. Aujourd'hui, le client est un usager, au menu des protocoles à suivre. La relation n'est donc pas uniquement relationnelle, mais bien pilotée par le restaurateur et la santé publique. Le modèle d'affaires n'est pas magique. Souvent associé, vous en conviendrez, à des théories académiques ou à des consultants en manque de buzzwords. Le modèle d'affaires, en fait, peut se résumer au concept du restaurant. Quel est votre concept? Derrière cette question simple, vous avez bien sûr votre offre culinaire. Qu'est-ce qui la distingue des autres? L'équipe réduite est essentielle au bon fonctionnement, à la rentabilité. Mais quelle relation avez-vous avec vos fournisseurs? Avez-vous la capacité de produire? Avez-vous les mécanismes en place pour faire de l'argent? Qui vous accompagne? Quelles sont vos heures d'ouverture? Est-ce nécessaire d'ouvrir? Ai-je encore besoin d'une salle à manger? Est-il nécessaire de faire des boîtes à lunch? Dois-je revoir mon menu gastronomique? À quand remonte la dernière mise à jour de vos prix? Est-ce que la cantinisation devient l'unique dénominateur de la restauration? Toutes ces questions sont importantes à l'été 2020 et elles le sont encore aujourd'hui. Les restaurateurs sont encore dans une zone de transition. La gestion des changements, cette étape importante d'une durée indéterminée est caractérisée par des secousses, par des pertes de repères, par une forme de découragement. Les contraintes sont plus nombreuses que les aspects positifs. Que faut-il faire avec tout ça? Exemple, nous proposons de créer des communautés de pratique, créer ou multiplier des collaborations avec des concurrents, un autre restaurateur de votre choix, des distributeurs, des fournisseurs. L'idée ici n'est pas de théoriser ni de créer des comités bidons, mais bel et bien de s'asseoir et de partager les concepts et de considérer où vous vous situez dans votre secteur. La littérature académique portant sur la catégorisation des restaurants est un sujet aussi complexe qu'infini. Difficile de trancher quelle est la différence entre un casual food, entre un fine dining, un restaurant familial chic ou une franchise nouveau genre. La plupart des chercheurs tentent, tout comme les critiques, de développer leur propre code, leurs propres critères, afin de catégoriser les établissements dans des boîtes en utilisant soit les prix de vente, la qualité et l'atmosphère.
À l'été 2020, tout cela était à mettre de côté, car il référait à des réalités pré-COVID. Quel lien avec le modèle d'affaires, vous me direz? L'importance de bien connaître son client. Les restaurateurs rencontrés nous ont tous rappelé l'importance de la fidélité de la clientèle comme facteur de succès. Visites fréquentes, factures moyennes plus élevées, reconnaissance du travail bien fait, etc. Le restaurateur a choisi ses clients. Les foodies anonymes ont disparu de la carte à l'été 2020. Leur influence sur pause a permis de confirmer un changement de rôle chez le gestionnaire. Le client n'était plus roi. Le restaurateur devait décider de la démarche à entreprendre sans vraiment connaître la destination finale. Perte de repères, ne pas avoir une réponse à tous les problèmes, a obligé le restaurateur à s'entourer d'une équipe réduite, fiable, avec des compétences complémentaires. Donc, le restaurateur voyait sa réouverture comme un banc d'essai. S'adapter, revoir toutes les façons de faire, mesurer les pertes et réduire l'offre culinaire. Le client ne tentera pas de connaître, de calculer combien ça lui coûte de manger au restaurant plutôt qu'à la maison. Il profite de sa prise en charge, de l'assiette et de tout ce qu'il y a autour. Il vit l'expérience de votre concept et cela n'a pas de prix. Faites-vous confiance. La sortie au resto, quelle qu'il soit, est une occasion spéciale. Alors, Nelson, qu'est-ce qu'on doit retenir de notre approche qui a été un peu professorale, à mon avis? Oui, on a fait bien des efforts pour ne pas l'être, comme tu le sais, sauf qu'on retombe toujours dans nos mauvaises habitudes. Cependant, moi, je veux souligner une chose, c'est que je pense que le restaurateur s'est adapté. Le restaurateur a fait des prouesses d'adaptation durant la crise et continue à en faire. Cependant, on ne peut pas s'adapter de façon continue. Il va falloir prendre des décisions. Des décisions quant à la rentabilité de l'opération. On sait maintenant que le volume d'affaires n'est plus une mesure adéquate à notre performance. Donc, maintenant, il faut choisir ce qui est rentable pour nous. Quelles sont nos actions qui sont les plus rentables? On en a découvert durant la crise. On a eu des surprises même. Et je pense qu'il faut construire sur les bases qu'on a expérimentées durant la crise. Oui. On a examiné tout ça ensemble, puis je crois que les travaux vont définir des nouveaux rôles pour les restaurateurs. Bien, je te dirais que oui, parce que le restaurateur a toujours été déchiré, et là tu vas me reconnaître, déchiré entre la rentabilité et la générosité. Donc, c'est le combat continuel entre je vais être généreux, mais il faut que je sois rentable. C'est là que les décisions, peut-être douloureuses, vont être à prendre. C'est une belle rencontre. Merci. Plaisir.